Samuel. Je vais te Oui, demander de partager le bon écran. Actuellement, on n'a pas l'impression que avoir le bon écran. voilà. D'accord. Et juste un petit rappel comme ça, c'est Kerline. Oui, Kerlon, c'est Kerlon et Kerline. Ok, d'accord. Est-ce que tu vois le bon écran maintenant? Oui. D'accord, merci. Avancement de la cité. Merci, merci Samuel. D'accord. Donc, je disais qu'on allait parler de la stratégie GRAN ISTEA Pigran de réduction de la pauvreté. Et finalement, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas un grand party que l'on fait chaque année pour le plaisir de le faire. Notre motivation première, c'est de réduire la pauvreté dans le pays, mais en créant de la richesse. Et finalement, je vais conclure. Alors, pour vous situer, géographiquement, vous avez ici, au haut de l'écran, la mer et du nord d'Haïti, et vous avez la ville du Cap-Haïtien avec une série de villages, de villes, de sections communales. Donc, vous avez Cap-Haïtien au haut, vous avez un point jaune qui indique la piste de l'aéroport international du Cap-Haïtien, et le deuxième point jaune, c'est Milo. Alors, on se trouve à Milo, Génie-Paillé, troisième section communale de Milo, et entre les deux points jaunes que vous voyez, bien, il y a moins de 2 km. Et vous avez autour les quartiers Morin, vous avez Limonade, vous avez Bordelot, vous avez Vaudreuil, vous avez Nant-Blanc, vous avez Plaine du Nord, etc. Donc ça, c'était pour vous situer. Maintenant, en termes d'accessibilité, donc vous avez encore le point jaune d'en haut, vous avez le point jaune d'en bas, mais vous avez aussi des axes routiers. National numéro 1, national numéro 3, national numéro 5. Donc, pour vous dire qu'on est à la fois en plein milieu rural, mais pas loin de la deuxième agglomération d'Haïti, qui est le Cap-Haïtien, et l'ensemble forme, disons, un grand territoire où il y a beaucoup de personnes qui y vivent, beaucoup de communes, beaucoup de sections communales. Et c'est là qu'on a trouvé un terrain qui nous a été donné par l'État haïtien. Au moment de recevoir ce terrain de 30 hectares, eh bien, c'était un champ de canne à sucre que vous voyez là. C'était ce champ de canne à sucre avec en arrière-plan la chaîne de montagne dont le sommet héberge l'infrastructure touristique la plus connue d'Haïti, qui est la citadelle Henri-Christophe. Donc, quand on est sur ce champ de canne à sucre, à vol d'oiseau, nous sommes à 13 km de cet endroit hautement historique. Ce que nous voulons en faire, c'est la Cité du Savoir, vous le savez déjà, qui est aménagée en 4 secteurs, un secteur universitaire, un secteur service, un secteur scolaire et un secteur agriculture. Et il y a quelques mois, cette photo-là vient d'un journaliste de la presse qui nous l'a ramené d'Haïti. Donc, ça vous montre le lieu en question. Le territoire devenu touristique, qui est le territoire de la Cité du Savoir. Et là, vous n'en voyez seulement qu'une partie. On n'a pas pu voir tout l'ensemble du territoire. Là, vous voyez une partie. Et ce que vous avez, le premier-né à tout seigneur, tout honneur, eh bien, c'est le centre de la petite enfance Paul Gérin-Lajoie, que vous voyez au milieu. Et un petit peu en arrière du centre de la petite enfance, eh bien, vous avez la clinique mobile d'ophtalmologie, qui est une gracieuseté du couple Dr Lys Montas et Dr Marie-Hélène Lindor, que je remercie au passage, qui nous ont gratifié de cette infrastructure de santé qui nous sera très utile pour l'ensemble du projet. Vous avez complètement en arrière, à droite, vous avez la ferme avicole Elvire Joachim, du nom de la fondation qui nous a aidés à le construire, à travers Michel Turenne, que je remercie doublement, d'une part pour son soutien constant, permanent, multiforme au projet, mais pas plus tard que ce matin, elle m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle va nous faire un don de 6 000 $ de plus. Alors, nous sommes très heureux de ça. Merci, Michel. Et nous avons, du côté gauche maintenant de l'écran,
l'école fondamentale Anne-Nélie Saint-Proué. On en a parlé tout à l'heure pour les bourses, mais Mme Saint-Proué n'a pas fait que donner des bourses, que financer des bourses. Elle nous a aidés aussi à construire l'école fondamentale qui portera désormais son nom. Et le laboratoire de sciences qui est intégré à cette école fondamentale portera le nom de sa fille décédée, Farah. Alors, à toutes ces personnes-là, je dis un grand merci. Et je vais essayer, dans la suite des choses, de vous montrer la partie non visible de cette vue aérienne. Mais je vais le faire avec les moyens du bord parce que je n'ai pas le drone qui pouvait nous permettre de nous promener à travers ce territoire qui devient un lieu de vie plutôt qu'un champ de canne à sucre. Alors, lieu de vie. Donc, nous avons ici une image qui montre, ici, vous avez un missionnaire venant de Trois-Rivières. C'est le président de Grane-Mauricie, Claude Bélisère pour ne pas le nommer, au beau milieu des enfants de l'école fondamentale, bien en train de faire son travail de missionnaire. Nous avons également Jean-Claude Alcindor, qui a fait le voyage du Québec pour aller former nos enfants, nos élèves de l'école fondamentale au sport. Alors, un grand merci à Claude, un grand merci à Jean-Claude pour leur participation à cette œuvre qui prépare l'avenir. Nous avons également Marie Papineau, professeure à la retraite de psychologie clinique à l'Université de Sherbrooke, eh bien, qui nous a également gratifié de sa présence soutenue, continue pendant 4 mois en Haïti, à un moment où personne n'allait au pays. Eh bien, elle est allée à Génie-Paillé et elle y est restée 4 mois à travailler notamment en santé mentale avec les enfants, avec les personnes de la région, avec la communauté de l'ISTEA. Marie, un grand merci pour ton soutien. L'école fondamentale. Jusqu'à présent, on était dans le CPE, mais on a évolué depuis. Alors, l'école fondamentale, vous avez son plan. Son plan qui est, comme tout projet du GRAN et de la Cité du Savoir, c'est des projets qui se réalisent en phases, 3 phases. La partie que vous voyez en avant, école primaire puis grand, c'est la phase 2. Et le côté gauche, c'est la phase 1. Le côté droit, c'est la phase 3. Alors, nous avons commencé avec la phase 1, selon la planification de notre architecte préféré, Magui Apollon. Et comme toujours, on a fait le plan. Et ici, vous avez le degré d'avancement de cette école fondamentale. Mais comme le fait souvent le GRAN, nous n'attendons pas la fin des constructions pour y mettre des activités. Donc ici, vous avez une 50aine d'élèves de l'école fondamentale qui fréquentent déjà les lieux. Et je vous rassure, il n'y en a pas seulement 50. Il y en a 115 à l'école fondamentale. Vous avez ici une vue de la façade principale de l'école. Vous avez ici une vue arrière de l'école fondamentale. Et je poursuis avec la visite, avec du côté gauche la cafétéria, qui est pour le moment utilisée pour entreposer nos équipements, dont les équipements qui vont garnir les salles de classe. Vous avez ici la vue latérale droite de l'école fondamentale. Et vous avez ici la vue latérale gauche de l'école fondamentale. Et, alors je vais vous raconter une anecdote. Je vous montre une vue nocturne de l'école fondamentale avec de l'électricité fournie par énergie solaire. Alors, l'anecdote que je vais vous raconter, j'avais fait une demande de subvention une fois à un ministère du Québec et les membres du comité de sélection, qui étaient manifestement de mauvaise foi, parmi les arguties qu'ils ont évoquées pour ne pas donner la subvention, ils ont demandé, mais est-ce que vous avez de la lumière? Est-ce que vous avez de l'électricité? Parce qu'on leur a dit, Haïti, c'est un pays sous-développé, c'est un pays pauvre, donc on n'a pas les moyens de se donner de l'électricité, on est en milieu rural, donc on n'a pas accès à toutes ces facilités, donc c'était impossible de faire tout ce qu'on... Alors que ça aurait été plus honnête et plus simple de nous demander, est-ce que nous avons de l'électricité? Et non de prendre la décision de nous refuser notre demande de subvention parce que on suppose que vous n'avez pas d'électricité, que vous ne pouvez pas faire les belles choses que vous avez annoncées. Alors c'est pourquoi j'ai mis cette photo-là qui montre que ça fonctionne bien, nous avons de l'énergie, et de l'énergie propre, l'énergie solaire. Ici, vous avez les salles de classe de l'école fondamentale, avec les personnes qui sont des acteurs,
Alors, merci à toute l'équipe qui nous regarde d'ailleurs, et d'Eugénie Payet, donc toute l'équipe qui a travaillé pour aménager ces salles de classe que vous voyez ici, qui seront fréquentées aussi bien par les élèves de l'école fondamentale, mais également par les étudiants de licence de l'ISTEA. Ici, voilà, nous sommes maintenant dans le laboratoire de sciences Farah Saint-Preux de l'école fondamentale, qui est en train d'être aménagé avec les tables de travail pour faire les expérimentations en biologie, chimie, physique. Et actuellement, nous sommes en train de l'aménager sous la direction de la professeure Rose Michel-Schmidt, je sais qu'elle est là, et auquel participe Abraham Saint-Victor, qui a fait un travail considérable de nous trouver les équipements à partir du Québec qui vont garnir ce laboratoire et qui nous accompagnent dans la mise en place. Professeur Jean-Eugène Piou du MIT, qui est également avec nous aujourd'hui, qui fait partie de l'équipe, et bien sûr avec l'infatigable James Fetier qui, en sous-main, pilote tout cela. Alors, merci à toute cette équipe qui travaille pour que le travail qui est soutenu par Anne-Nélie Saint-Preux pour immortaliser le nom de sa fille puisse devenir une réalité. Et ce sera le cas dans un mois ou deux. Nous avons maintenant le laboratoire d'informatique des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens. Alors, vous vous croyez dans un laboratoire de Polytechnique? Non, on est en milieu rural, en Haïti, un pays dont on dit qu'il est pauvre. Eh bien, ça, c'est le laboratoire d'informatique qui a été financé par les ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens. Je sais qu'il y en a plusieurs de ces personnes-là qui ont financé, qui sont présents. Alors, voilà ce que votre argent a permis de faire. Tous les équipements que vous voyez là viennent du Québec. Le matériel, Commission scolaire de Montréal, de Laval. Les ordinateurs, UQAM. Merci à mon collègue et ami Pierre Toussaint qui a fait les démarches pour trouver tous les ordinateurs que vous voyez là. Merci également à M. Volsi de la Commission scolaire Laval qui nous a aidé à trouver le mobilier que vous voyez là. Et merci à l'équipe en place qui a aménagé. Nous ne leur avons même pas fait de plan. C'est eux qui ont aménagé. Alors, merci à tout ce beau monde. Alors, la Cité du Savoir se met en place. Donc, ici, on est à l'entrée. Et je vous rassure, ce n'est pas encore l'entrée principale. C'est une entrée secondaire. Donc, vous êtes à l'entrée principale. Et là encore, obsédé par cette idée d'électricité, je vous ai montré à droite de l'écran, en bas, une vue nocturne. Ah, il y a encore de la lumière. On est obsédé par la lumière. La lumière physique, mais aussi la lumière du savoir. Et puisque nous avons une cité du savoir, il faut qu'il y ait des gardiens. Eh bien, on aura 3 maisons de gardiens pour que les gardiens puissent habiter la cité du savoir. Ici, vous avez une des 3 résidences qui prendront place dans la cité du savoir. Vous avez l'intérieur, vous avez la côté, et le centre de santé communautaire, AMHE GRAN FFP. FFP, c'est pour Food for the Poor, et AMHE, c'est pour l'Association des médecins haïtiens à l'étranger. Donc, nous avons ici le plan, gracieuseté des architectes Weber Laurent et Dominique Fouché, à qui je redis merci. Et ce plan-là est en train d'être exécuté par nos ingénieurs. Donc, je vous en donne une vue. Donc, vous avez encore le beau paysage dans lequel on se déploie. Et vous avez toujours en arrière-plan la chaîne de montagne avec la citadelle, jamais trop loin. Et ici, vous avez l'œuvre qui se déploie, qui prend place, étape par étape, brique par brique, avec les différentes étapes. Donc ça, c'est le centre de santé qui se développe et qui devrait être fonctionnel d'ici le mois de février. On ne va pas attendre, comme toujours, la fin des travaux de construction pour commencer. Déjà, sous la responsabilité de Dr Marie-Hélène Lindor, eh bien, nous faisons déjà de la prévention médicale. Au moins une fois par mois, il y a des rencontres avec la communauté pour leur donner les précautions à prendre pour entretenir leur santé. Alors, merci Marie-Hélène pour le travail sans relâche que tu fais auprès de cette communauté. Donc, vous avez encore ici quelques vues qui montrent que les travaux avancent et les travaux vont connaître une accélération dans les prochains jours. Donc, tout ça, c'est le centre de santé communautaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec des locaux? Même si on parle de l'école fondamentale, je vous l'ai dit tout à l'heure,
eh bien, on va avoir aussi une école de formation professionnelle et on n'attend pas que l'école de formation professionnelle soit construite pour commencer avec la formation professionnelle. Alors, voilà une salle de l'école fondamentale qui est utilisée pour faire de la formation professionnelle, en commençant par les métiers dont nous avons un grand besoin, les métiers de la construction. Donc, vous avez ici l'ingénieur Jimmy Pierre, qui est directeur du bureau d'ingénierie de la Cité du Savoir, qui est également formateur et qui donne de la formation théorique à un contingent de jeunes de la région pour leur donner un métier de la construction. Donc là, maintenant, ils sont en stage pratique. Donc, ils sont en train, puisque nous avons des constructions, c'est un endroit idéal pour faire de la formation pratique, en formation professionnelle. Alors, vous les voyez ici, en train d'être formés en stage pratique, et pas seulement des hommes, il y a également des femmes. Donc, vous pouvez voir la fille qui est presque à genoux au haut de l'écran, eh bien, c'est quelqu'un qui est également en formation pour avoir un métier de la construction. Le bureau d'ingénierie de la Cité du Savoir, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, puisque c'est eux qui font de la construction, qui gèrent les constructions dans la Cité du Savoir, il faut qu'ils aient leur bureau. Alors ici, vous avez leur bureau construit par eux. Alors, vous avez l'aménagement de ces bureaux. Donc, ça vous permet de voir de quoi est fait l'intérieur. Et toujours pour la lumière, eh bien, ça, c'est une vue intérieure. C'est pour qu'on ne me dise pas plus. Ah, est-ce que vous avez de l'électricité? Oui, il y en a. C'est le bureau d'ingénierie de la Cité du Savoir, le soir, avec des lampes solaires qui permettent d'éclairer. Et puisqu'il faut sécuriser les lieux, eh bien, ça, c'est une des 3 guérites de la Cité du Savoir, qui est présentement en construction. Alors, en projection, dès la semaine prochaine, nous allons commencer à construire une première résidence pour étudiants et étudiantes. Donc, vous avez ici les plans qui ont été conçus préliminairement par le BIX et qui a été enrichi par notre architecte Maggie Apollon. Alors, merci à Maggie encore une nouvelle fois et aussi à notre équipe. Nous avons également le projet, et ça, nous cherchons des partenaires, un centre commercial de la Cité. Alors, s'il y en a qui cherchent à immortaliser le nom, c'est une bonne occasion. Donnez votre nom à ça. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, on peut se parler hors ligne pour voir quel montant vous pouvez donner pour que ce centre commercial porte votre nom. Alors, je peux vous dire, pour vous donner l'exemple, et M. Patrice Carina, de la firme Visicom Media, eh bien, il a accepté que son nom soit donné à l'édifice du bureau d'ingénierie et il s'engage à donner un don échelonné sur 3 ans et il a déjà donné le premier versement de $6 000. Alors, je remercie M. Carina et pour son don et ce choix d'immortaliser et le nom qu'il aura choisi parce qu'on leur laisse le choix et j'incite les autres personnes qui voudraient investir dans la Cité du Savoir et en retour, leur nom ou le nom de quelqu'un qui leur est cher pourrait être donné à l'un des édifices. Pour le moment, nous avons la résidence étudiante et nous avons le centre commercial de la Cité. Le centre commercial aura une librairie, un magasin scolaire, un restaurant et surtout, ce sera un lieu de détente où l'on peut aller lire, on peut aller brancher son ordinateur et son téléphone, où on pourra faire des opérations multimédia, regarder un match de foot. Surtout en 2022, il va y avoir mondial, donc ça va être l'opportunité pour les gens de la Cité d'aller voir, d'aller regarder, d'aller se détendre. Et ici, vous avez les différentes vues de ce centre commercial-là. Maintenant, l'École supérieure des affaires et de l'entrepreneuriat. Donc, vous avez ici le plan en 3 dimensions, encore par Maggie, et qui sera, comme toujours, fait en 3 phases. Donc, vous avez ici les 3 phases, c'est comme des blocs. Donc, le côté gauche, en avant, c'est la phase 1, le côté droit, en avant, c'est la phase 2, et le dernier bloc qui est en arrière, c'est la phase 3. Alors, vous avez ici une schématisation de ces 3 phases. La phase 1 est actuellement en construction et est financée par la Fondation Sogebank à hauteur de $200 000 américains. Le montant
n'est pas suffisant pour construire, mais ça nous permet d'aller très loin dans la construction. Et sur les 200 000, ils nous ont déjà versé 150 000. Alors voilà de quoi ça aura l'air. La phase 1, il y aura 6 salles de classe que vous voyez. Il y aura 3 bureaux qui seront au bout des 6 salles de classe et il y aura également une cafétéria. Donc ça, c'est dans la phase 1 qui est actuellement en construction. Et voilà le degré d'avancement de ces travaux-là. Donc vous avez le L et de la phase 1 qui est là avec les différentes façades. Donc ici encore, vous avez l'École supérieure des affaires et de l'entrepreneuriat, qui est la phase 1. Encore la phase 1. Maintenant, cela m'amène à vous parler de l'ISTEA, parce que l'École supérieure des affaires et de l'entrepreneuriat, eh bien, c'est le premier bâtiment qui est construit pour l'ISTEA. Alors, l'ISTEA, c'est l'Université de la Nouvelle-Haïti, et l'École supérieure des affaires, c'est le bras entrepreneurial de l'ISTEA. Alors, je vous rappelle que la devise de l'ISTEA, c'est l'excellence au service du bien commun. Nous faisons la promotion de l'excellence, mais pas de l'excellence pour uniquement aller défendre ses intérêts personnels. C'est l'excellence qui doit être mise au service de la collectivité pour le bien commun. Et on a voulu au départ, en termes de vision, mettre la science et la technologie au service du développement pour former des citoyens, des innovateurs et des leaders capables de promouvoir le développement local, régional et national. Donc, c'est notre vision de cette Université de la Nouvelle-Haïti. Et en 8 ans d'existence, parce qu'on a été créé en 2013 par le GRAN, nous sommes présents dans 6 villes d'Haïti, Cap-Haïtien, Caille, Jacmel, Port-au-Prince et Saint-Marc. Nous sommes en pourparlers avec Ouanaminthe pour avoir un site à Ouanaminthe. Frère d'Abel, professeur et Fleurant, ce sont nos alliés à Ouanaminthe qui travaillent pour nous à cette cause. Nous avons plus de 200 professeurs qui viennent une bonne partie du Québec, du reste du Canada, des États-Unis, de la France, d'Haïti, du Maroc, du Sénégal et de la Suisse. Alors, plusieurs de ces professeurs-là sont présents avec nous. Je profite pour les remercier de leur engagement vers l'ISTEA. Nous avons 15 administrateurs bénévoles, j'en fais partie. Nous avons 42 employés à temps plein, dont 41 en Haïti et 1 au Québec, plus de 600 étudiants au cycle supérieur, dont le quart au doctorat, une cinquantaine d'étudiants au premier cycle, en licence de sciences et en diplôme d'ingénieur civil et ingénieur informatique. Nous avons 5 centres de recherche, une chaire en commercialisation des produits agricoles, dont la titulaire est la professeure Félicia Toussaint, je crois qu'elle est avec nous. Nous avons la première chaire UNESCO en Haïti, c'est la chaire UNESCO Femmes et Sciences pour le développement, dont la titulaire, encore une femme, est professeure Rose Michel Smith, qui est aujourd'hui avec nous. Nous sommes dans 11 champs d'études allant des sciences de l'éducation en passant par les sciences de la gestion. Nous offrons 99 grades dans 38 spécialités et à date, nous avons diplômé 117 étudiants. Alors ici, vous avez une illustration de nos collations de grades, 2 d'entre elles. Donc à gauche, vous avez le corps professoral de l'ISTEA et les administrateurs de l'ISTEA. Nous voyons ici le professeur Daniel Coulombe, qui a fait le voyage pour la circonstance. On avait également le vice-recteur aux affaires académiques d'alors, de l'UQAM, M. René Côté, qui est également là, qui avait reçu un doctorat honoris causa en la circonstance. Et du côté droit de l'écran, vous avez nos diplômés. Quelles sont les principales caractéristiques de l'ISTEA 2.0? Une université technologique, c'est la première caractéristique. Une université internationale, deuxième caractéristique. Une université entrepreneuriale. Et nous allons mettre à contribution et renforcer 2 composantes. L'association des étudiantes et des étudiants de l'ISTEA, dont le président est aujourd'hui avec nous, M. Pierre Manfis, et également l'association des diplômés de l'ISTEA, dont le président est Dr Jean-Michel Charles, qui est également présent avec nous. Donc, ce sont 2 outils de développement pour qu'on puisse designer et mettre en œuvre l'ISTEA 2.0. Une université technologique, ça veut dire quoi? Nous le sommes déjà, nous allons nous renforcer.
nous demeurons à l'affût de toutes les dernières technologies de communication et de téléapprentissage pour rester conformes à notre idéal d'une université technologique. Et nous allons également compléter notre offre de formation. Et là, c'est une primeur que je vous donne, notamment en créant une faculté de médecine et des sciences de la santé. Nous sommes en pourparlers avec des universités québécoises pour nous aider à implanter cette faculté de médecine en concertation étroite avec l'hôpital Sacré-Cœur de Millau. Et ça, c'est la grande nouvelle que je vous annonce. Une université internationale, nous le sommes déjà par notre corps professoral. 80% de notre corps professoral, c'est des professeurs qui sont à l'étranger, de très haut niveau, et nous avons un réseau de partenaires importants constitué d'universités étrangères, à peu près toutes les universités québécoises. Nous avons également le British Columbia University, l'université British Columbia, dans le Canada anglais, et plusieurs universités européennes. Nous avons également des partenaires qui ne sont pas universitaires, comme AMA, comme le Centre de recherche pour le développement international, le CRDI, l'UNESCO, avec laquelle nous avons une chaire, L'Oréal Canada qui finance notre programme de chaire Femmes et Sciences pour le développement. Nous allons accueillir un contingent d'étudiants et d'étudiantes de l'extérieur du territoire haïtien. Ça, c'est ce que nous voulons faire pour internationaliser. Déjà, à l'ISTEA, nous avons des étudiants qui sont dans différents pays. Nous en avons en République dominicaine, nous en avons au Canada, nous en avons aux États-Unis, nous en avons en Afrique. Nous allons accentuer jusqu'à concurrence de 20%, de manière à avoir des personnes avec des visions du monde différentes qui fréquentent les salles de classe pour enrichir le débat et amener de la diversité dans la réflexion. Nous sommes et nous serons constamment en quête d'opportunités de stages internationaux de recherche pour nos étudiants. Nous avons conclu un accord avec Ivado qui vont nous donner des bourses pour accueillir 4 étudiants par année. Régulièrement, Affaires mondiales Canada nous en donne 5, mais nous en cherchons d'autres pour permettre à nos étudiants de venir passer 5 à 6 mois de stage ici. Nous allons chercher aussi des opportunités de stages de recherche internationaux pour